Merci d'avoir patienté. Nous allons aborder notre dernière conférence sur cet amphithéâtre. Et je pense que le thème va vous intéresser, vous captiver. Alors, il s'agit d'une conférence du Cercle Marketing Direct sur les objets connectés, facilitateurs ou contrôleurs de nos comportements. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir pour la société Connected Object Benoît Guénec, son fondateur, et Marine de Sury, ingénieure chez Connected Object. Nous retrouvons également Henri Kaufmann, qui est le président du Cercle Marketing Direct, blogueur, éditeur, auteur de nombreux ouvrages. Il était présent parmi nous hier pour une conférence assez passionnante sur le psychomarketing, on va dire, les neurosciences appliquées au marketing. Alors, et Henri Kaufmann était notamment, va nous expliquer pourquoi l'Allemagne a été championne du monde de la Coupe du monde de football, notamment à cause de ces objets connectés, je crois. Merci. À vous. Bonsoir. C'est, je crois que la dernière conférence du salon. Non? Si. Ah bon, bah donc on va essayer de la réussir. Merci d'être là. Alors effectivement, j'étais fin juillet à un événement à New York qui s'appelait Wearable Tech, où là, j'ai compris enfin pourquoi l'Allemagne avait gagné la Coupe du monde de foot. Vous savez, disons, le dicton dit que bon, il y a un match qui dure, où il ne se passe rien, et à la fin, l'Allemagne gagne toujours. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi elle a gagné, et en particulier grâce aux objets connectés. Alors, j'ai peut-être une télécommande. Là. Oui. D'accord. Donc voilà. Alors d'abord, la question qu'on peut se poser, c'est que dans un événement tel que le e-commerce, pourquoi faire une conférence sur les objets connectés? Alors, je crois que j'ai à cette question qu'on me pose presque en permanence, j'ai deux réponses. La première, c'est que vous êtes tous plus ou moins plus ou moins près dans le e-commerce, donc vous êtes tous connectés. Donc, à mon avis, vous devez être au courant ou savoir ce qui se passe dans le domaine de la connexion, et en particulier savoir que ces objets connectés existent et que non seulement ils existent, mais demain, ça va être une déferlante. Donc vous devez être au courant de cette déferlante, ça c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que ces objets vont se développer à une vitesse exponentielle, et je vous montrerai pourquoi. Et donc, en tant que commerçant, en tant que e-commerçant, quelque part, vous risquez d'en vendre, et donc c'est plus intéressant de savoir comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne, et donc j'espère qu'à la fin de la conférence, vous saurez tout sur les objets connectés. Alors, ça c'est la une d'un journal américain, Wired, qui est le journal branché pour tous les internautes et les geeks, qui explique que demain, les objets connectés vont se développer beaucoup plus vite que le smartphone s'est développé. Autrement dit, le smartphone va devenir une espèce de plateforme, parce que les objets connectés sont très liés à tous les smartphones. Et vous l'avez bien vu encore, il y a à peine 15 jours, Apple a présenté son nouveau smartphone, le 6 et le 6 Plus, le tout connecté à la montre, l'Apple Watch. Bon, les deux fonctionnent ensemble. Donc, il y a un développement, enfin, on assiste à un développement absolument exponentiel des objets connectés. Alors, donc, j'étais à cet événement, donc, et l'événement était précédé d'une journée consacrée au sport, et en particulier, donc, à ce qui s'est passé à la Coupe du Monde. Alors, en fait, la Coupe du Monde a un équipementier, bon, qui est bien connu, qui est Adidas, et donc il y avait le directeur digital d'Adidas Worldwide qui était là, qui expliquait ce qu'il avait fait pour entraîner les joueurs
de l'équipe d'Allemagne. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, dans les périodes d'entraînement, les joueurs de cette équipe sont bourrés de capteurs partout, dans leurs chaussettes, dans leurs maillots, etc., etc. Et ces capteurs, évidemment, captent un certain nombre d'informations sur le côté physique, le côté fatigue, le côté battement de cœur, le côté respiration, individuellement. C'est-à-dire que la grande idée, c'est qu'il n'y a pas un entraînement permanent et identique pour tous les joueurs, il y a des entraînements individualisés, joueur par joueur, et l'idée n'est pas de s'entraîner au maximum, mais de s'entraîner au mieux de la condition du joueur. Alors toutes ces données arrivent sur une espèce de boîte qui est un gros capteur, et cette boîte traduit les pulsions, les mesures, et ensuite cette traduction est envoyée sur des tablettes que le coach a sous les yeux en permanence, et ainsi il peut suivre l'état de chaque joueur en temps réel, ce qui est effectivement quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors, le système d'Adidas s'appelle MyCoach. Et donc, si vous allez sur Internet, vous pouvez acheter vous aussi, enfin, si vous êtes sportif, ce type de capteur. Bon, même si vous n'êtes pas dans l'équipe de France, ça peut, si vous faites du jogging, ça peut vous aider. Alors, par exemple, voilà un capteur qui est mis dans le maillot. Et dans ce capteur, qui est gros comme ça, hein, il sert de GPS, il sert de mesure des battements du cœur, de magnétomètre, alors ça je ne sais pas trop ce que ça veut dire, d'accéléromètre, bon, pour un joueur de foot c'est extrêmement important, et aussi il y a dedans un gyroscope pour voir tous les mouvements en temps réel du joueur. Et à partir de ces mesures, donc de battements du cœur, etc., donc on peut définir à chaque instant la puissance d'un joueur, la puissance relative, son efficacité et l'impact de l'entraînement sur ce joueur en question. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'information prise dans les capteurs sont envoyées à une boîte noire qui est mise sur le bord du terrain de foot. Et à partir de là, donc, en temps réel, sur des tablettes, on peut suivre l'activité des joueurs donc, et voir s'il est temps de le changer ou d'en appeler un autre sur le terrain, ou au contraire de lui donner un certain nombre d'indications sur la manière dont il joue. Alors ça c'est pour l'entraînement. Au niveau du match, les capteurs sont interdits, mais qu'est-ce qui se passe pendant le match? En fait, maintenant dans les terrains de foot, il y a au moins une centaine de caméras qui suivent tous les joueurs, et à partir des mouvements du joueur sur le terrain, il y a aussi des logiciels qui permettent de définir l'état de fatigue, la vitesse et en fait l'efficacité de chacun des joueurs pendant le match. Alors voilà, ça c'est sur une tablette, vous voyez, il y a tous les joueurs qui sont présents, et on a l'information sur les battements du cœur, sur la vitesse, la distance parcourue, le taux d'accélération, voilà, ce qu'on n'avait pas évidemment auparavant. Alors ça c'est le terrain de foot avec les caméras dont je parlais à l'instant, et donc on suit le mouvement des joueurs, et là aussi on voit si les passes sont efficaces, si la surface de terrain qui est couverte par le joueur, et à un moment donné on s'aperçoit qu'il est tout à fait dans le coup, ou au contraire stressé ou fatigué. Alors vous voyez, les paramètres mesurés, la vitesse, la distance, le battement du cœur, la puissance, l'impact de l'entraînement, l'intensité, l'efficacité, etc. Et on peut aussi définir des profils joueur par joueur et comparer surtout les performances de chacun des joueurs. Et donc, à partir de cela, donc là, il y a un joueur qui a fait le travail maximum. À côté, il y en a un qui est déjà fatigué parce que son cœur bat plus vite que la performance qu'il a réalisée.
puis l'athlète C, hein, qui est en bleu, lui, il ne s'est pas trop fatigué. Donc, pour chaque joueur, il y a des instructions différentes et des enseignements différents que le coach prend, évidemment, pendant le match. Alors, l'idée d'Adidas, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce n'est pas d'entraîner les joueurs au maximum, mais que chacun soit entraîné à l'optimum de ses capacités physiques. Alors, il y a une vidéo qui est très sympa. Alors, je ne sais pas comment on la déclenche. Il faut cliquer sur le petit bouton. Voilà. Ah ben, très bien. It's run 1,000,000 miles before you even got out of bed. It's faster than you, fitter than you, and trains way smarter than you. It doesn't just do it. It knows exactly how hard and how far. Every kilometer, sprint, workout, every heartbeat. It knows more about you than you do. Got its own personal coach, 24/7, 365. It's broken all your records, beaten every one of your goals, and you don't even know what it is yet. In case you hadn't guessed, it is your best. And it's only gonna get better. Alors tout ça veut dire que, en fait, dans l'entraînement individuel, donc chacun peut acheter ses capteurs sur le site d'Adidas. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a aussi un capteur dans le ballon. Et donc, on peut définir à ce moment-là disons, la manière dont le joueur a tapé dans la balle. Est-ce que la balle a de l'effet? Est-ce qu'elle est directe, etc. Alors, voilà ce qu'on trouve sur le site d'Adidas. Bon, une montre connectée, le ballon avec un capteur, XL, c'est ce qu'on met dans son maillot, enfin, etc. Alors, puisqu'on est sur le sport, on va peut-être y rester 2 secondes. C'est que vous avez sur ce tableau, en fait, sur la première colonne, un certain nombre de sports. Hein, vous avez football, basket, golf, cyclisme, rugby, etc. Les techniques d'objets connectés et l'info qu'ils peuvent donner. Et en fonction du sport qui est pratiqué, en fait, les méthodes sont différentes. Et donc, je vais vous épargner la quinzaine de slides sport par sport, mais ce ne sont pas les mêmes capteurs, ce ne sont pas les mêmes informations qu'on a face à un sport. Donc vous voyez comme les sports deviennent très techniques et de toute façon, par exemple le golf, évidemment, je parlais hier d'un sens qu'on néglige souvent, qui est la proprioception, c'est-à-dire la sensation qu'on a de son corps dans l'espace. Pour un golfeur, c'est extrêmement important. Et donc là aussi, il y a des capteurs qui analysent le mouvement, l'angle du mouvement dans l'espace et qui permettent de corriger son mouvement, je dirais, en temps réel. Alors, regardez le futur footballeur, vous voyez, il est bourré de capteurs, il y en a dans les bras, dans les genoux, dans les reins, et à chaque fois, donc, ce capteur prend une information différente. Alors, tout à l'heure, je disais qu'il va y avoir un développement extrêmement rapide, voire exponentiel, des objets connectés. Qu'est-ce qui se passe ? Bien, le problème, il est très simple. C'est que jusqu'à présent, les objets connectés étaient fabriqués et vendus par des sociétés techniques, n'est-ce pas, Benoît? C'est bien ça? Oui. Bon, c'est que de la technique. Oui. Et vendus pour des gens techniques aussi. Et pour des gens techniques. Alors, le fait nouveau, c'est que maintenant, les objets connectés vont de plus en plus être des objets de mode. Donc, dans l'équipe qui fait les objets connectés, il va y avoir un technicien, un designer et aussi quelqu'un qui vient de la mode parce que ces objets vont être vendus dans des magasins genre Colette ou genre Boulanger ou genre des magasins spécialisés
et ce seront des objets de mode. Alors, est-ce que, tout à l'heure, donc, Benoît et Marine vont prendre la parole, puisqu'ils sont à la tête d'une entreprise d'objets destinés à la domotique. Est-ce que vos objets sont à la mode? De plus en plus, c'est aujourd'hui un facteur différenciateur. Ce n'était pas le cas il y a 5 ans, Oui. mais aujourd'hui, un peu comme Apple, ça compte. D'accord. Ah bon, tant mieux. Donc, sinon, point de salut. Alors, aussi, on parle beaucoup du self-quantified, c'est-à-dire que de plus en plus, maintenant, la mode est de mesurer ce que vous faites tout au long de la journée. Et alors, là, il y a deux conceptions du self-quantified. Il y a la mesure, disons, au bout d'une journée, on dit « j'ai fait tant de pas ». Bon, ça peut être intéressant, mais est-ce que c'est constaté ou est-ce que c'est prédictif? Alors, ça, c'est extrêmement important. Alors, moi-même, je porte depuis quelque temps, depuis 1 an d'ailleurs, un objet connecté sur moi qui est ici, ce bracelet. Eh bien, avec ce bracelet Nike, j'ai défini un objectif énergétique que je dois brûler tous les jours. Et en permanence, quand j'appuie sur un bouton, je sais où j'en suis. Alors là, par exemple, je vais vous dire. J'en suis sur l'échelle qui s'appelle Fuel Band 1350. Mon objectif quotidien est 2400. Donc je suis à un peu plus de la moitié. Donc ça veut dire que ce soir, quand je vais rentrer, soit j'ai atteint mon objectif. Et quand j'atteins mon objectif, c'est très, très drôle parce que toutes les petites lumières qui sont sur ce bracelet vont s'illuminer comme s'il y avait un feu d'artifice. Et si je n'ai pas atteint mon objectif, eh bien, je vous assure que je vais descendre du métro 3, 4 ou 5 stations avant pour que j'atteigne mon objectif quotidien d'exercice. Bon, ça, c'est du prédictif. Mon bracelet le dit. Alors, sur les objets connectés, en fait, un des premiers dont on avait beaucoup parlé, c'est la Pebble Watch. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était la première montre connectée. Et cette montre, c'est très intéressant parce qu'elle est née sur Quickstarter. Quickstarter, c'est un site collaboratif où les gens qui ont des projets les présentent sous forme souvent de vidéos qui sont absolument extraordinaires et disent à qui veut les entendre, pour lancer mon projet, j'ai besoin de 1 million, 500 000 ou 200 000, peu importe. Et donc, vous financez, a priori, cet entrepreneur. Et si le montant qu'il a demandé est atteint, eh bien, l'entrepreneur va lancer le produit en production. Et ceux qui ont donné de l'argent vont être privilégiés, vont être des clients donneurs, mais donneurs avec un H et non pas, et aussi H. Et cette montre, alors, ce qui est curieux, c'est qu'on en parle un petit peu moins, mais elle est vendue sur Amazon, elle vaut 138 €, non, dollars, là, c'est sur le site américain. Donc, en traduction en euros, elle vaut, mettons, 120 €. Voilà. Et on peut l'acheter, et elle peut être connectée au système Apple ou au système Google. Alors, je vais vous montrer quelques objets connectés, peut-être pas très connus. Ça s'appelle MIMO, c'est un capteur qu'on met sur le ventre du bébé. Et on peut comme ça voir en permanence la respiration du bébé, s'il est sur le dos ou sur le ventre. Vous savez, il y a toujours pas la polémique, mais enfin, est-ce qu'il faut qu'il dorme sur le ventre ou sur le dos pour éviter la mort subite du nourrisson? Enfin, c'est pas très gai tout ça. Mais là, donc, on mesure en permanence. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors il y a aussi, mais ça c'est un peu plus bateau, je dirais, des capteurs de bruit. C'est-à-dire que vous mettez, c'est comme un talkie-walkie, mais qui fonctionne en Wi-Fi ou en Bluetooth, je ne sais pas trop. Tu connais ça, toi? Le capteur qui permet d'écouter les pleurs du bébé quand on est à 10, 20 ou 30 mètres. Souvent, c'est en Wi-Fi aujourd'hui, souvent. En Wi-Fi, oui.
Et donc, bon, mais ça, c'est bateau. Là, c'est des courbes et on peut suivre en permanence donc l'état du bébé. Alors, je parlais tout à l'heure aussi d'une autre application qui est assez drôle, qui est d'être connecté avec son chat à distance. Alors, comment ça fonctionne? C'est que le chat a un collier qui est bourré de LED, de lampes, et à distance, en fait, vous pouvez jouer avec votre chat. Comment? C'est-à-dire que vous activez ces lampes et ça donne des faisceaux lumineux, et donc le chat les suit, joue avec, voilà, et donc vous pouvez jouer avec le chat même quand vous n'êtes pas avec lui. C'est incroyable, non? Enfin, bon. Alors, un peu plus sérieux, tout à l'heure je disais que les objets connectés vont être vendus dans des boutiques de mode. Alors ça, c'est un bracelet qui s'appelle June. C'est un bracelet quand même extrêmement intéressant parce que c'est un capteur de rayons ultraviolets. Et donc, vous portez ce bijou, mais en même temps, ce bijou sert à, disons, mesurer le montant de rayons ultraviolets que vous avez absorbé dans la journée. Et si la dose maxi est dépassée, ben, il vous le dit. Et donc, c'est un bracelet prédictif. Bon, alors, bon là, évidemment, je ne vais pas lire tout ça. Les slides, je les mettrai sur SlideShare, mon blog, etc. Enfin, si vous tapez Henri Kaufmann, objet connecté, vous aurez tout ça disons, dans 3-4 jours. Alors, là aussi, c'est du domaine de l'anecdote, mais enfin, c'est intéressant dans l'esprit. C'est un bracelet qui s'appelle Tactilu. C'est un bracelet pour les amoureux. En fait, chacun porte un bracelet et à distance, vous pouvez tapoter la petite zone grise ou caresser la zone grise et à l'autre bout du Wi-Fi, la personne reçoit la caresse ou le petit tapotement. Et vous pouvez peut-être même vous taper vous pouvez même faire du morse hein, si ça vous chante, ou avoir des codes, un coup court, 2 coups longs, SOS, enfin, etc. C'est pas très discret, mais bon. Alors, justement, ça c'est le fameux bracelet. Alors vous voyez, chaque fois que la personne qui porte le bracelet a atteint son objectif, lequel objectif, comment le définit-on? Eh bien simplement, au moment de l'initialisation du bracelet, on vous demande votre poids, votre âge et votre taille, et à ce moment-là, Nike vous envoie la courbe statistique de tous les gens qui ont un bracelet qui ont exactement les mêmes caractéristiques physiques que vous. Et donc, une fois que vous avez ça sous les yeux, vous pouvez vous décider d'avoir un objectif quotidien pour battre le meilleur de la catégorie, ou d'être au milieu, ou d'être pépère vers la fin, enfin vers la queue ou le début de la performance. Et quand tous les jours vous atteignez, pas tous les jours, si vous atteignez par jour les performances que vous êtes fixées, eh bien, vous voyez, les LED rouges, oranges et vertes clignotent et on a une espèce de feu d'artifice. Autrement dit, vous êtes récompensé. C'est-à-dire que cet objet, quelque part, il a une relation un peu émotionnelle avec son porteur. Et ce qui est très curieux, c'est que effectivement, ça change de comportement. Alors, je vous disais tout à l'heure que moi-même, je me suis vu descendre du métro plusieurs stations avant ma destination, c'est vrai, et j'ai été très surpris parce qu'en ce moment, dans les couloirs du métro, il y a une pub d'un bracelet concurrent de Nike qui dit exactement ce que j'ai ressenti. Voilà, ça s'appelle VivoFit, le bracelet d'activité connectée. Je ne sais pas si vous avez vu cette pub, elle passe en ce moment. Et là, ils vous disent, descendre une station plus tôt, c'est 1400 pas que vous allez faire. Et 1400 pas, traduit en calories, traduit en énergie, c'est pas négligeable. Et il y avait une autre pub, alors je sais... Ah ben oui, voilà. Et là, ça c'est pour... bon,
je ne veux pas être machiste, mais c'est plutôt pour les femmes, un après-midi de shopping, c'est 5800 pas. Autrement dit, vous allégez votre carte bleue et en même temps, vous allégez votre ligne. Pas mal, non? En fait, c'est l'effet qui se coule, vous avez 2 d'un coup. Bon, ça, c'est dans le métro en ce moment. Voilà. Alors, maintenant, je dirais de plus en plus fort. Il y a des tissus qui sont bourrés de capteurs, mais des capteurs qui sont dans le tissu, alors que dans l'opération Adidas, c'était, disons, accroché au tissu. C'est pas tout à fait pareil. Et là, pour un certain nombre de mouvements, de gymnastique, de yoga et même de golf, eh bien, quand le mouvement idéal n'est pas respecté, il y a aussi des vibrations qui se passent dans le tissu. Et il se trouve que j'ai un ami qui est professeur à la faculté de Phoenix en Arizona, qui a reçu un de ses doctorants, et j'ai pu voir un outil tout à fait étonnant, qui est un outil utilisé par les kinésithérapeutes pour rééduquer des paralysies profondes. Par exemple, des bébés qui sont nés paralysés, etc., qu'il faut rééduquer en permanence. Et donc, ce doctorant, enfin cet étudiant un peu génial, a inventé une espèce de manchon, comme une chaussette, qu'on met sur son bras. Et cette chaussette a des capteurs et des vibreurs. Et elle est programmée par le kiné. C'est-à-dire qu'après la séance dans le cabinet, on dit au patient, ben maintenant, chez vous, vous allez vous reprendre vos exercices. Alors, évidemment, quand le kiné n'est pas là, la souris danse, c'est-à-dire qu'il ne fait pas suffisamment longtemps ou le mouvement n'est pas le bon. Et chaque fois que le mouvement n'est pas le bon, en fait, il y a une vibration à l'endroit qu'il faut corriger. Et surtout, ce manchon est connecté via le smartphone au kiné. Ce qui fait que le kiné peut suivre en permanence les exercices de son patient. Et, cherry on the cake, il peut modifier à distance le programme de rééducation. Donc là, on touche des points importants. C'est plus la rigolade, hein, c'est de la santé et sont des outils extrêmement intéressants. Et d'ailleurs, à propos d'outils, je faisais encore la démonstration avec Marine tout à l'heure. Dans vos smartphones, il y a une application que je vous encourage à télécharger, elle est gratuite, de Philips, qui s'appelle Vital Signs, S-I-G-N-S. Ben, avec cette application, en fait, bon, je ne vais pas vous la faire comme ça, enfin, je ne vais pas la faire parce que vous n'allez rien voir, mais vous l'initialisez et vous tenez votre smartphone à bout de bras, comme ça. Et vous mettez, c'est comme un selfie, mais vous mettez votre visage dans un cadre et, tenez-vous bien, cette application mesure, quand elle a suffisamment, enfin ça dure 15 secondes, 20 secondes, elle mesure le nombre de respirations que vous faites par minute et le nombre de battements de cœur que vous avez par minute. Et non seulement elle les mesure, mais les enregistre et vous pouvez suivre tout au long de la journée ou quand vous faites un gros effort, s'il y a des variations dans ces deux systèmes. Donc, votre smartphone aussi est un objet, enfin, vous le savez, il était connecté au téléphone, au Wi-Fi, etc. Mais là, mesure des choses qu'on ne pouvait pas imaginer. Alors, bon, ça c'est plutôt pour l'anecdote. Ça, c'était il y a 3-4 ans, un blouson Hug. C'est-à-dire que c'est une invention assez drôle. C'est chaque fois que la personne a un like sur Facebook, il y a un hug, c'est une embrassade, vous savez, à plein bras. Eh bien, le blouson se gonfle. Et alors, je ne sais pas si c'est l'anecdote, si c'est un faux ou si c'était vrai, mais quand le gars qui a inventé ce blouson a fait la démonstration, c'était un jour J, tous les journalistes étaient là, etc., etc. Et évidemment, il y a eu des centaines de gens qui ont liké sur Facebook et on dit qu'il est mort étouffé. Mais bon, je ne pense pas quand même. Alors, ça, c'est important.
c'est important, tout est important, mais ça c'est une bague NFC, c'est-à-dire NFC, c'est une bague qui fonctionne à distance, sans contact. Donc avec cette bague, et je vais passer la parole à Benoît tout de suite, vous pouvez faire un tas de choses. Vous pouvez déverrouiller votre smartphone ou la tablette, vous pouvez fermer ou ouvrir la porte de votre maison, transférer de l'information, etc., etc. Et elle est waterproof, donc vous pouvez vous laver les mains avec elle. Et surtout, comme elle est NFC, elle n'a pas besoin, elle n'a pas de pile, elle ne se recharge pas. Alors, est-ce que Benoît, tu peux dire des choses sur cette bague? Est-ce que dans la domotique, on est prêt à accepter ce genre de choses aujourd'hui? Oui, de plus en plus, pour essayer d'oublier des objets qu'on connaît depuis des siècles. Les clés, les serrures, les interrupteurs, toutes ces petites choses-là, on va finir par les oublier et puis porter simplement un petit objet communicant. Voilà. Donc ça va venir en France très rapidement maintenant? Oui, les standards ont mis un peu de temps à se mettre en place. NFC, ça arrive doucement. C'est une question de standard, de sécurité pour les serrures, mais ça vient. Ça vient. Alors, il y a une autre bague qui est en train de se lancer, elle aussi, sur Quickstarter. C'est-à-dire, elle n'est pas encore dans le commerce, elle est en appel de fonds. Et là, si on peut lancer la vidéo, vous allez voir, en fait, c'est un peu la Kinect, enfin, disons, la machine qui fonctionne uniquement avec le mouvement. Là, il n'y a pas de contact. Oui. On a vu que pour le clavier, c'est quand même un petit peu difficile encore. Hein. Mais oui. Pour des gestes simples, pour éteindre l'écran, c'est bien. Prêt, oui. Oui. Alors, les Google Glass, on en a beaucoup parlé. J'en ai vu à New York. Et ce que je peux vous dire, c'est que je ne pense pas que ça va être la déferlante avec les Google Glass. Parce que, en fait, quand on voit quelqu'un qui porte les Google Glass, on n'a pas envie de lui parler. Parce qu'on se dit, mais il est en train de me filmer, il est en train de prendre mon image. Enfin, vraiment, même si on est tous assez égotiques, je dirais, bon, là, c'est vraiment too much. Et j'ai vu des Google Glass aussi comme ça. Ah, vous voyez, en bas, c'est-à-dire qu'ils portent les Google Glass au repos, elles sont comme un collier, mais elles ne sont pas sur son nez. Et au-dessus, vous voyez des Google Glass qui sont quand même un peu plus design, sont des vraies lunettes avec quand même cette petite caméra qui est devant l'œil. Bon, peut-être que ça va être une bonne idée B2B, enfin dans l'industrie, pour vérifier, par exemple, quelqu'un qui lit un compteur, mais il pourra peut-être, sans effort, disons, enregistrer la mesure du compteur et tout ça est enregistré en permanence, mais je ne pense pas que tout le monde demain se baladera avec des Google Glass. Alors, par contre, là, ce sont des lunettes connectées qui sont assez extraordinaires parce que, en fait, ces lunettes, avec des verres normaux, c'est en réalité une caméra. C'est-à-dire qu'il y a une caméra au milieu des deux yeux et cette caméra enregistre et tout ce qui est enregistré passe vous voyez, au bout des branches de lunettes. D'un côté, c'est l'enregistrement, de l'autre côté, c'est les ordres qu'on peut donner à cette caméra. Alors,
ce qui est très curieux, c'est que, en fait, c'est une caméra qu'on ne tient pas. On est dans l'action. Et je demandais à la démonstratrice de cette caméra, mais comment vous faites pour zoomer? Elle me regarde, me dit, mais monsieur, c'est facile, vous approchez. Donc, c'est extrêmement intéressant dans les réunions familiales, dans le foot, dans plein de choses. Alors, là aussi, il y a une vidéo. J'espère que vous avez déjeuné depuis longtemps parce que vous risquez de vomir. On peut la lancer, s'il te plaît? C'est un grand 8, filmé avec cette caméra. Et qui s'appelle Pivot Head, la caméra. Il y a du son aussi, normalement. Pour vomir, il faut du son. Bon, ça fait rien. Oui. Ah. En fait, ce qui est intéressant dans le principe, c'est que vous êtes dans l'action et non pas spectateur de l'action. Et ça change tout. C'est une idée toute simple, mais extrêmement intéressante. Alors, très rapidement, avant de donner la parole à la domotique, donc, Dash, c'est aussi un petit device qu'on branche dans sa voiture et on transforme sa voiture en voiture connectée. C'est-à-dire que quand on démarre, on peut avertir ses amis qu'on démarre et qu'on va dans telle et telle direction. Et bon, ça, c'est bien. Mais surtout, si on vous vole la voiture, eh bien, vous pouvez appeler une centrale qui, elle, appelle la police. Et à ce moment-là, la police géolocalise la voiture. Et dès qu'elle s'arrête, elle met la main sur ceux qui ont volé la voiture. Et la voiture ne peut plus redémarrer. Voilà, le petit device qu'on branche dans la voiture. Alors voilà. Maintenant, Marine, c'est à toi sur la domotique. Et donc, alors, Connected Object, c'est bien puisque c'est un bon nom pour cette conférence. Merci Henri de ta présentation. Tu nous as montré pas mal d'applications. Et pour ma part, je vais m'arrêter plutôt à tout ce qui est... Pour les slides, c'est là. Ouais, merci. À droite, en haut à droite. Ouais. Tout ce qui est domotique, tout ce qui est vis-à-vis de la maison, de votre habitat, ou alors du bureau. Alors, cette présentation, il y aura deux parties. D'une part, les objets connectés facilitateurs, et la deuxième partie sera garder le contrôle. Alors, dans les objets connectés facilitateurs, il y a trois grands domaines. Il y a la tranquillité et la sécurité. Sur la... Oui, attends. C'est fait exprès, un peu de suspense. Le confort et les économies. C'est trois façons d'arriver vers la domotique, l'habitat intelligent. Alors d'abord, plus de tranquillité et de sécurité. Par exemple, pendant la présentation d'Henri, il se trouve que j'ai eu une notification de mon iPhone qui me disait que détection de mouvement chez moi. Donc j'ai regardé la caméra. Et en fait, voilà, c'est juste mon fils qui est revenu du lycée. Je peux continuer tranquillement la présentation. Donc ça, c'est vraiment la tranquillité. Et puis, la sécurité, c'est tout ce qui est vidéosurveillance, à savoir caméra, détection de mouvement, détection d'ouverture. Mais c'est aussi tout ce qui est de la simulation de présence pour dissuader d'éventuels intrus, simulation avec l'éclairage sonore. Et puis le troisième pendant, c'est aussi tout ce qui est la sécurité domestique, donc détection de fumée, de fuite d'eau, de CO2, voilà. Alors le deuxième aspect, c'est plus de confort. Eh bien, peut-être que vous êtes déjà en train de préparer vos vacances de Noël, mais en arrivant dans votre résidence secondaire, ou alors en revenant de vos vacances, vous aimeriez arriver dans une maison chauffée, vous avez mis en mode hors gel, et ce serait quand même agréable de pouvoir à distance, avec votre smartphone, programmer votre arrivée. Comme ça, vous arrivez dans une maison chauffée,
Vous pourrez prendre une bonne douche et puis de se dire, bon, je vais arriver vers 21h30. J'aimerais bien que les lumières extérieures soient allumées pour éviter de shooter dans un ballon qui traîne. Donc c'est plein de petites utilisations qui vraiment facilitent la vie, mais il y a aussi d'autres personnes qui préfèrent, quand ils se lèvent, eh bien, que l'éclairage, ils savent qu'ils se lèvent à 7 heures, éclairage des endroits stratégiques de la maison, et puis ils ont chauffé au préalable la salle de bain. Quand ils partent, ils savent que l'alarme va être allumée. Voilà, donc tout ça, ce sont des scénarios qui sont possibles. Enfin, le troisième point, c'est plus d'économie. C'est une autre façon d'arriver à la domotique, aussi bien pour le particulier que pour les entreprises. Eh bien, alors aujourd'hui, on a de la chance, il fait encore assez beau et assez chaud. Mais cet hiver, si je vous demande à la même heure combien fait-il chez vous, je ne sais pas combien de personnes pourront répondre. Et peut-être que si vous vous rendez compte que finalement il fait 24 degrés, vous direz qu'il fait peut-être un peu chaud alors qu'il n'y a pas grand monde chez vous puisque pendant la journée, personne n'est à la maison. Et quand on sait que chauffer de 1 degré de moins, eh bien, ça représente une économie dans votre budget chauffage de 7%, on est content d'y réfléchir. Mais ça peut permettre aussi de détecter les appareils énergivores, de regarder aussi les suivis de consommation et puis de se rendre compte, tiens, la consommation d'eau, aujourd'hui, j'ai une notification, qu'est-ce qui se passe? Et de se rendre compte que c'était soit un robinet mal fermé ou alors finalement un joint. Et on est content de le savoir à l'instant T plutôt que quand on reçoit sa facture. Voilà. Mais le deuxième point qui est quand même un point important, c'est garder le contrôle. Comment garder le contrôle? Parce qu'on a tous un peu peur, toutes ces données, qu'est-ce qu'elles deviennent? Est-ce qu'on nous espionne? Donc c'est des réelles questions auxquelles il faut répondre sérieusement. Donc, et donc c'est pour ça que Connected Object s'est dit, bon ben voilà, nous, nos data centers sont en France, dans les environs de Paris. Effectivement, les données des utilisateurs sont protégées, sont la propriété des utilisateurs et n'appartiennent en rien à Connected Object. C'est pas comme Facebook où les données sont la propriété de Facebook. Donc, on en reste propriétaire. Le deuxième point, c'est puis-je être piraté? Alors, on estime que c'est en fait un non-problème, c'est-à-dire que on a de l'argent, on le met quand même à la banque et elle peut être cambriolée. Vous faites attention à choisir une banque qui soit plus sécurisée. Voilà. En revanche, là où on peut agir, c'est effectivement, on sensibilise l'utilisateur pour le choix des mots de passe. Alors, une autre façon de garder le contrôle, hein, c'est d'être libre, de choisir la solution que l'on veut et de la faire évoluer en fonction de ses besoins, être libre de la facilité d'installation, la facilité d'utilisation, la convivialité. Et l'autre aspect clé du choix de Connected Object, c'était d'utiliser des protocoles standards parce qu'on ne veut pas craindre l'obsolescence d'une marque. On ne veut pas enfermer les utilisateurs dans une solution propriétaire. Donc, s'appuyer sur des marchés standards ouverts. D'autre part, on se rend compte qu'il n'y a pas une killer application, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une utilisation spécifique qui est utilisée. C'est chaque personne, finalement, conjugue en fonction de ses besoins. Donc, on veut vraiment qu'il y ait le choix des périphériques maximal sur le marché. Et donc ce choix, il est au niveau de la fonctionnalité et aussi au niveau des prix. Et d'autre part, il y a une volonté justement de pouvoir organiser et programmer les scénarios que chacun souhaite.
Donc une possibilité de programmation illimitée avec une qualité irréprochable, puisque finalement la domotique, ça s'adresse aux néophytes, hein, à l'utilisateur averti, mais aussi aux geeks. Donc il faut que toutes ces personnes trouvent ce qu'ils souhaitent. Donc en conclusion, eh bien oui, les objets connectés nous facilitent grandement la vie si nous en faisons un usage correct. Donc ne nous privons pas de vivre mieux. Donc je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas si vous avez des... Pardon ? Ah oui. Oui, alors c'était peut-être je réponds à une première question éventuelle. Connected Object est la société qui est le concepteur de la boîte Idomus, voilà, qui permet de piloter votre maison. C'est-à-dire que maintenant, vous avez votre iPhone, votre smartphone, votre iPad, devient finalement votre télécommande et vous permet de gérer les objets connectés chez vous. Voilà. Ah oui. Oui, là c'est pour... c'est parce qu'à la fin de la journée. Ah, bon. Je voulais ajouter un mot, c'est que quand on... Alors nous on connecte les maisons, on a parlé beaucoup de connecter sa santé, son sport, nous connecte les maisons, et quand on connecte sa maison, après on ne vit plus dans le même monde que quelqu'un qui ne connecte pas sa maison. C'est-à-dire que quand cette semaine encore le facteur sonne à la factrice, et je lui réponds de mon portable, ah, je suis désolé, je ne suis pas là, elle a du mal à y croire, elle ne comprend pas. Et donc, le nombre de personnes qui suivent leurs aquariums, par exemple, connecter leurs poissons, enfin, on connecte vraiment ce qu'on veut. Il n'y a pas un usage, il y en a plein de différents. Je crois surtout qu'il faut se lancer dans ces objets connectés, parce que ce n'est pas votre voisin qui va vous... Ni même les boutiques peuvent avoir du mal à vendre des produits qui sont très nouveaux. Donc, je pense qu'il faut essayer par soi-même. C'est le buzz. Nous, on connecte des dizaines d'aquariums. Alors, je ne sais pas... Moi-même, je m'en suis servi, parce que j'ai un petit peu... pour savoir que si je pouvais partir 5 jours, si les poissons n'étaient pas en l'air. Donc, je mets une caméra sur l'aquarium. Je lui allume la lumière à distance, hein, pour être sympa le jour. Et puis, je le montre à mes cousins. Voilà, j'ai un nouveau petit poisson rouge. Je ne vais pas vous dire que c'est une killer application, mais j'en avais besoin, quoi, pour pas que mes enfants pleurent si le poisson rouge n'avait pas vécu 5 jours. J'aurais fait venir un voisin. Oui, y a-t-il des questions ? Oui, bonjour. Le prix de ces applications, elles sont vendues de façon individuelle ou par package, sécurité, tranquillité, comment sont-elles présentées et vendues ? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, les gens qui vendent ce type de domotique se posent la même question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut vendre, quel package il faut vendre, parce qu'on a du mal à vendre en disant vous pourrez faire tout ce que vous voulez. C'est souvent vendu sur l'aspect sécurité, parce qu'on sort plus facilement son chéquier pour l'alarme. Et donc, la réponse, c'est que les boutiques s'essaient à plein de packages différents. Orientés, ouvrez vos ouvrants, votre énergie, etc. Nous-mêmes, on vend 5-6 packages différents pour essayer de parler. Et l'ordre de prix, nous on est autour de 500 € pour un pack avec plusieurs capteurs, un produit à 250. Il y a 5 fois plus cher, il y a 2 fois moins cher. Enfin, après, il y a des différences de qualité. Oui, j'habite dans un quartier où ont été livrés des logements où la domotique est un argument marketing pour vendre les logements dans des proportions de prix absolument incroyables. Et voilà, donc c'est 500 €. Il y a deux domotiques. Il y a la domotique que vous installez vous-même, on va dire que c'est de l'ordre de 500 €. Et la domotique que vous faites installer par un professionnel, c'est plutôt... En ce moment, il y a le salon IBS au CNIT. Voilà, c'est plutôt 5 fois plus cher, mais c'est pas le même service non plus. Enfin, je critique ni un modèle ni l'autre. Vous avez parlé un petit peu de sécurité, mais très très rapidement. Bon, la sécurité, effectivement, liée au mot de passe, mais ça, c'est du comportement individuel. J'ai vu, effectivement, dans les présentations, mais la connexion est cryptée. Par contre, quand on parle à des spécialistes de sécurité un petit peu pointus,
il y a quand même une inquiétude au niveau de la sécurité des objets connectés eux-mêmes. Donc quand ça consiste à mesurer le nombre de pas, c'est pas très grave. Quand ça consiste à maîtriser votre voiture ou à piloter votre pacemaker, ça peut être un petit peu inquiétant. Donc est-ce que c'est une préoccupation qui est dans l'air ? Mon point de vue, c'est que c'est un effet secondaire qu'il faut gérer. Donc il ne faut pas forcément connecter sa porte d'entrée tout de suite. Il vaut mieux attendre que ses voisins le fassent. Mais c'est un effet secondaire qu'il faut gérer. En voiture, il y a des accidents de la route. Ça n'empêche pas que c'est un outil pratique. Là, c'est la même chose. Et en fait, souvent les médias en parlent en disant « bientôt on pourra ouvrir votre maison à distance ». Je trouve dommage que les médias commencent par cet aspect-là, alors que le bénéfice premier, c'est quand même de savoir que quelqu'un rentre chez vous, quelqu'un sonne à votre porte, qu'il y a quelqu'un chez vous. Voilà. Après, si ça dépend un peu, effectivement, un pacemaker, je ne m'amuserai pas à le connecter trop vite. Bonjour, merci pour cette présentation. Je suis un petit peu curieux de savoir où on en est au niveau des réfrigérateurs connectés. C'est vrai que moi, c'est un petit peu en ce moment en mode, l'art culinaire avec les émissions XY. Il faut savoir si vraiment, actuellement, dans le marché, il y avait justement ce type de produit permettant de voir depuis son application iPhone, justement, avec un système de caméra, ce qu'on a à manger pour ce soir ou ce qui manque. Je répondrai à côté de la question. Je ne pense pas que le réfrigérateur connecté soit vraiment le succès du siècle. Par contre, vient de se lancer très récemment aux États-Unis Amazon Fresh. C'est-à-dire que Amazon va livrer des aliments frais dans la journée à ses clients et que donc va utiliser le système de livraison pour autre chose que des produits disques, livres et autres. Et simplement, vous aurez un système de liste de courses et vous pourrez, disons simplement en scannant ce que vous avez acheté, faire renouveler la commande. Bon, je ne sais pas si c'est pas le réfrigérateur qui vous dira il n'y a plus de yaourt ou attention le lait, demain il n'y en aura plus. C'est vous qui renouvellerez la commande. Donc ça sera sur du rachat récurrent par rapport à une date de consommation, etc. Exactement. Okay. Par drone bientôt d'ailleurs. Oui. Et je réponds juste sur 2 points. Mon congélateur fait moins 20 en ce moment et mon réfrigérateur fait 8,8 degrés. Pour les congélateurs, c'est important de ne pas perdre le contenu si on ouvre la porte. Les fabricants s'y sont pas mis parce qu'ils sont à 1 euro près pour fabriquer un congélateur. Donc ils n'ont pas voulu investir 10 euros, 15 euros, 30 euros sans être sûr de le rentabiliser qu'il y avait un marché. Donc c'est pour ça que les fabricants européens ne se sont pas lancés, pour l'instant. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai juste une question concernant le piratage. Est-ce que des objets connectés peuvent être piratés? Et est-ce que vous avez déjà des solutions, si c'est le cas? Parce que j'imagine que tout ce qui est connecté comme ça, c'est facile d'entraver en fait la propriété ou la privacy, j'allais dire, de quelqu'un. Je pense que c'est comme c'est pas forcément plus facile à pirater que l'argent qui est sur votre compte en banque. Si vous laissez votre code et votre carte bleue, etc., on peut vous prendre votre argent en banque. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il faut avoir des réflexes un peu sérieux. Voilà, pour pas laisser... Parce que c'est vrai que sa maison, on peut ouvrir sa maison ensuite avec son téléphone. Donc on ne le laisse pas traîner n'importe où. Vous avez des moyens de sécurité quels sont les moyens de sécurité qui existent aujourd'hui pour éviter des piratages potentiels? Si par exemple, justement, on a perdu son téléphone, quelqu'un le récupère, c'est la même chose que votre accès bancaire ou votre accès à votre messagerie. Aujourd'hui, votre messagerie est presque plus importante que tout le reste. Il faut être sérieux sur ses mots de passe et pas se connecter de n'importe où. Enfin, des règles de savoir conduire en voiture, c'est pareil pour éviter les accidents. D'accord. Oui, puis je dirais qu'il y a 2 types de connexions. La connexion, par exemple, qui va simplement de mon bracelet à mon œil, mais si je ne mets pas mon bracelet dans l'ordinateur, je ne diffuse pas l'information. Bon. Et il y a la connexion plus générale où ça passe par l'ordinateur et donc là il y a on peut pirater
boîte mail demain. Donc là, c'est pas ni plus ni moins. D'accord. Oui, c'est ce que je voulais savoir. Merci beaucoup. Oui, pardonnez-moi, une messagerie, ça se pirate tous les jours, en fait. Est-ce que dans ces applications-là, il y a une couche de sécurité supplémentaire par rapport à la couche IP par laquelle transitent les données entre votre domicile, les capteurs et votre smartphone? Les messageries se piratent aujourd'hui par vol de mots de passe, principalement. Après, les communications, elles sont chiffrées en HTTPS, enfin, avec un bon niveau. Donc c'est 128. Pardon? 128. Je sais peut-être même 256. 256. Enfin, je pense que c'est le maximum autorisé par les certificats américains. Oui, bien sûr. Donc c'est. Nous, on offre un certain service de proximité, donc un utilisateur qui se fait pirater. Enfin, déjà, il sait qu'il y a une erreur de connexion. Enfin, il est informé. Aujourd'hui, si votre compte Google, Yahoo ou autre est piraté, vous avez intérêt à avoir renseigné votre numéro de téléphone, etc. dedans. Donc, c'est plutôt plus simple, je pense, avec nous, ce qu'on propose, avec un service où nos clients ne sont pas si loin que ça. Oui, mais est-ce qu'il y a une couche supplémentaire par rapport à la couche Wi-Fi, en fait, de l'opérateur? HTTPS, c'est la même que sur votre site bancaire. Oui, oui. Merci. Bonjour. Ce qui me frappe, c'est que vous ne parlez que de sécurité, donc du coup, la force du mal et la force du bien. Faut peut-être en parler aussi. Enfin, je suis très frappé, moi, quand j'achète un device, c'est pas la sécurité qui m'intéresse, c'est le bénéfice que je vais tirer de l'utilisation de mon device. Bonjour. Quand on parle d'objets connectés, on a donc deux mondes qui se rencontrent. La tendance qu'on voit pour l'instant en premier, c'est plutôt les fabricants de l'électronique comme Philips, Schneider ou même, je crois que c'est British Gas qui est passé sur les compteurs connectés justement. Là, on vient de voir Apple qui a fait le pas. Google l'a fait en rachetant Nest. Je voulais savoir donc dans un premier temps quel était l'impact dans votre domaine, si ça représentait une menace et de quelle taille à peu près. La deuxième chose, c'est déjà la première question. Déjà la première question. Ensuite, je vais rebondir. Est-ce que Apple est un ennemi pour toi? Apple et Google. Apple, moi je les vois plutôt comme des confrères. Il faut qu'on interopère, nous, avec le thermostat Nest. Donc on a plutôt intérêt à être dans un monde ouvert où les objets connectés arrivent à communiquer entre eux. Nous, on est ouvert avec les produits Netatmo, WeSings, avec Kubashi, plein d'objets connectés. On facilite le fait d'intégrer tout cela et que tout puisse connecter. Donc le thermostat Nest, c'est plutôt un confrère aujourd'hui qu'un concurrent parce qu'on fait d'autres choses qu'il ne fait pas. Dire que c'est absolument pas une menace. Il y a Dropcam aussi, je ne sais pas si vous connaissez, qui a été racheté par Google 500 millions au mois de juin. Bon, on ne peut pas dire que c'est complètement bénin non plus, hein, on est vigilant. D'accord. Parce que si Apple ne fabrique pas des objets dans ce domaine-là, Google, pour le coup, arrive avec Nest sur ses capteurs de gaz. Oui, dans les technologies N-Océan, Z-Wave, enfin, il y a à peu près 500 périphériques dans chacune, voire un millier. Donc on pilote de tout. Google ou Apple ne vont pas s'intéresser tout de suite à des pilotages d'éclairage, qu'est-ce qu'on met derrière un interrupteur, des choses comme ça. Enfin, après, ça, je pense que ce n'est plus forcément leur métier. Et il y a beaucoup de fabricants. Donc nous, on cherche vraiment l'interopérabilité par des protocoles ouverts. D'accord. Ça rejoint donc du coup ma deuxième question qui est le fait d'utiliser HomeKit ou le langage fait par Google s'additionne sur le langage qui aujourd'hui est utilisé, je ne sais pas, NFC ou autre, ou alors c'est deux choses qui se remplacent l'une l'autre? Ça s'additionne, c'est progressif. On est encore en train de voir quels impacts, qu'est-ce qu'on va faire de pratiques d'utiles avec ces plateformes, avec ces écosystèmes. Une dernière question, c'est ça? À moins que vous vouliez poursuivre les échanges, mais... Bonjour, en fait, avec tous ces objets connectés, on va générer de la data. Et donc, tous ces data vont, comme avec, vont appartenir à des marques. Et j'aimerais savoir si ces données, les données qu'on va utiliser, est-ce que ces data vont être utilisées insu
par exemple par ces marques pour les revendre à d'autres marques. Quelle est votre opinion par rapport à ces data? Ça, c'est une très bonne question. Je n'ai pas évoqué le cas, par exemple, d'une brosse à dents connectée qui s'appelle Colibri. Et je crois que c'est un bon exemple. C'est qu'avec cette brosse à dents connectée, on peut, avec les données qui sont, disons, collectées par la marque, faire des statistiques extrêmement intéressantes sur la manière dont les gens se brossent les dents. Et ce qui compte, ce n'est pas tellement que M. Dupont, M. Durand ou M. Duval se brossent les dents de telle et telle manière. Ce qui compte, c'est l'analyse big data et qu'on construise des brosses à dents qui soient plus efficaces, tenant compte du fait que les gens les tiennent de cette manière-là ou pas, etc., etc. Autrement dit, là aussi, les big data, on parle beaucoup de sécurité. Je crois qu'on peut parler plus de l'analyse globale qui va permettre, c'est ce que fait Google en ce moment, en visant la longévité à 100 ans ou plus que ça même. Bon, tout simplement en analysant les comportements de gens sains grâce à des capteurs ou grâce, je sais pas, à leur comportement, pour ensuite définir aussi l'endroit où le moteur va lâcher. Bon, ben ça, c'est une analyse très bénéfique pour l'humanité. Je vois pas le problème de sécurité dans ça. Qu'est-ce qu'on peut voler savoir que je fais 10 800 pas par jour, bon, moi je veux bien le donner, hein, ça m'en fiche. Pour renouveler vos chaussures, peut-être. Pour renouveler vos chaussures, au bout d'un moment. Ah oui, oh, non, mais je plaisante. Oui. Merci beaucoup pour cette plongée dans l'univers des objets connectés. Vous voulez ajouter quelque chose? Merci.